Imaginez ceci. Nous sommes en 1817. Un chirurgien de l'armée britannique nommé James Kempthorne est stationné au cœur des forêts humides et impitoyables de l'Inde coloniale. Ces soldats ne meurent pas sous le feu de l'ennemi. Ils tombent un à un, victimes d'un assassin invisible. La dysenterie, le choléra et les maladies d'origine hydrique transforment les rivières et les ruisseaux en cimetières liquides. Désespéré, Kempthorne observe la population locale s'approcher d'une rivière boueuse et contaminée, cette même eau qui tue ces hommes. Mais ces gens ne meurent pas. Au lieu de cela, il se dirige vers un arbre sauvage commun. Un arbre que les colonisateurs britanniques avaient totalement ignoré, cueillent quelques graines séchées, les écrasent en poudre et les mélangent à l'eau trouble. En l'espace de 45 minutes, un miracle se produit. L'eau brune et létale se transforme, devenant cristalline sous les yeux même de Kempthorne. 1 heure plus tard, les numérations bactériennes ont chuté de 99%. Il note frénétiquement tout cela dans ses carnets de terrain. 2 ans plus tard, l'armée britannique enregistre officiellement son rapport. Puis, inexplicablement, il l'enterre. 160 ans s'écouleront avant que la science moderne n'ose se pencher à nouveau sur ce rapport. À l'heure actuelle, poussant dans les fossés, les jardins et les plaines arides du monde entier, se trouve une mauvaise herbe. Elle coûte à peine 2 dollars sur un marché local. Elle pousse si agressivement que la plupart des gens se contentent de l'arracher et de la jeter. Pourtant, cette simple plante peut purifier l'eau mieux, plus rapidement, et de manière plus sûre qu'un système de filtration commerciale à 200 dollars. Elle éradique les bactéries, élimine les métaux lourds et transforme la boue toxique en eau potable en moins d'1 heure. Les Nations Unies l'ont documenté en 1983. L'Organisation mondiale de la santé l'a confirmé. Alors, voici la question qui devrait vous empêcher de dormir. Si une mauvaise herbe gratuite est capable de se multiplier seule, peut remplacer un abonnement mensuel à la survie, pourquoi l'industrie de la filtration de l'eau, pesant 4,5 milliards de dollars, prétend-elle qu'elle n'existe pas? La vérité est bien plus sombre, plus complexe et infiniment plus fascinante qu'une simple conspiration. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement l'histoire cachée et la science étonnante de cette plante. Vous apprendrez exactement comment l'utiliser pour garantir une eau gratuite et purifiée pour vous et votre famille pour toujours. Pour comprendre l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire, nous devons voyager vers le monde antique. Bien avant que la chimie moderne ne nous donne le chlore et les polymères synthétiques, les êtres humains étaient confrontés au défi brutal quotidien d'obtenir de l'eau potable. Dans la vallée du Nil au Soudan, les femmes locales s'appuient sur un secret traditionnel depuis des siècles. Lorsque les inondations saisonnières transformaient le Nil bleu en un fleuve tourbillonnant de limon brun et de pathogènes dangereux, elles ne paniquaient pas. Elles se tournaient vers un arbre qu'elles vénéraient tant qu'elle lui avait donné un nom spécifique, Shagara al-Rawak, ce qui se traduit littéralement par l'arbre purificateur. Le nom scientifique de cet arbre est Moringa oleifera. Originaire des contreforts méridionaux de l'Himalaya en Inde, cet arbre résistant à la sécheresse a été transporté à travers le globe au fil des siècles, prenant racine en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. C'est l'une des plantes les plus résilientes de la Terre, capable de croître rapidement dans les sols les plus rudes et les plus secs, atteignant jusqu'à 4 mètres dès sa première année. Pendant des générations, les communautés indigènes l'ont utilisé. Les étrangers l'ont négligé. Mais au début des années 1980, une scientifique spécialiste de l'eau, l'Allemande Dr Samia Al-Azaria Yan, est arrivée à l'université de Khartoum avec une seule question qui allait tout changer. La Dr Yan avait passé des années à étudier la purification de l'eau à travers le monde en développement. Lorsqu'elle a entendu parler pour la première fois des femmes soudanaises
et de leur arbre purificateur, elle a pensé qu'il s'agissait de folklore, d'un placebo culturel, rien de plus. Mais elle a été assez rigoureuse pour le tester. Elle a collecté les graines, elle les a broyées en poudre. Elle a versé cette poudre dans des bocaux d'eau de rivière souillée, a installé ses instruments et a attendu. Ce qui s'est passé ensuite a ébranlé la communauté scientifique. Les graines du moringa ne rendaient pas seulement l'eau propre en apparence, elles modifiaient fondamentalement sa structure moléculaire, agissant comme un coagulant primaire hautement efficace, traquant et neutralisant activement les menaces microscopiques. Les femmes du Soudan ne pratiquaient pas une médecine traditionnelle de village. Elles exécutaient de la biochimie avancée avec une poignée de graines. Mais comment une graine desséchée surpasse-t-elle des milliards de pathogènes microscopiques? Pour répondre à cela, nous devons zoomer sur un monde invisible à l'œil nu. Imaginez un verre d'eau de rivière sale. Elle est trouble, car elle est remplie de particules en suspension, de limon, d'argile, de matières organiques et de millions de bactéries. Or, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ces particules ne coulent pas simplement au fond avec le temps. Elles ne le peuvent pas car chacune d'elles porte une charge électrique négative, connue sous le nom de potentiel zeta négatif. Comme les pôles identiques de deux aimants, ces particules chargées négativement se repoussent constamment, restant en suspension dans l'eau indéfiniment. C'est pourquoi laisser simplement de l'eau sale reposer dans un seau ne la rend pas sûre. Les contaminants sont verrouillés électromagnétiquement en place. Entre alors la graine de moringa. Lorsque vous écrasez une graine de moringa mature, vous libérez un arsenal caché de protéines cationiques hydrosolubles, spécifiquement une molécule puissante connue sous le nom de MoCbP3-4. Cationique signifie qu'elles portent une charge électrique positive massive. Elles sont, par essence, des aimants biologiques. Dès que vous mélangez cette poudre de graines écrasées dans l'eau contaminée, une bataille microscopique épique commence. Les protéines de moringa, chargées positivement, recherchent agressivement la saleté, l'argile et les bactéries chargées négativement. Lorsqu'elles entrent en collision, elles neutralisent les forces de répulsion, piégeant les contaminants ensemble dans un filet structurel. Les minuscules particules s'agglutinent en masses plus grandes et plus lourdes appelées flocs. Parce qu'elles sont désormais lourdes, la gravité prend le relais. En 30 à 60 minutes, ces amas toxiques chutent au fond du récipient, laissant l'eau au-dessus remarquablement pure. Les scientifiques appellent ce processus coagulation et flocculation. La nature l'a inventé des millions d'années avant que nous ne lui donnions un nom. Maintenant, voici le chiffre qui compte. Des études contrôlées ont prouvé que les graines de moringa peuvent éliminer jusqu'à 99,99% des bactéries dangereuses, y compris E. coli, Salmonella et Vibrio cholerae, le pathogène responsable du choléra. Mais ces protéines ne se contentent pas de piéger les bactéries. Des études avancées récentes montrent qu'elles pénètrent réellement les membranes cellulaires bactériennes, les détruisant physiquement de l'intérieur. Elles fonctionnent également comme un biosorbant, extrayant de l'eau les métaux lourds toxiques comme le plomb, le cuivre, le cadmium et le chrome, avec des taux d'élimination dépassant 90%. Il existe même des preuves émergentes qu'elles peuvent éliminer les microplastiques. Une seule graine, pas d'électricité, pas de produits chimiques, pas d'usine. Alors pourquoi la station de traitement des eaux de votre ville utilise-t-elle des produits chimiques, synthétiques, au lieu d'un arbre renouvelable? Cette question mérite sa propre réponse. Parlons du système. Chaque fois que vous ouvrez votre robinet, l'eau que vous buvez a probablement été traitée par un produit chimique appelé sulfate d'aluminium, plus connu sous le nom d'alun. L'alun est la norme industrielle mondiale pour la coagulation de l'eau. Il fait exactement le même travail que le moringa. Il coagule et flocule. Mais l'alun et le moringa
ne sont pas égaux en termes de coûts, de conséquences ou de bénéficiaires. L'alun est un produit chimique synthétique qui doit être fabriqué dans des usines industrielles massives, emballé et expédié dans le monde entier. Cela coûte des milliards de dollars par an au gouvernement. Il modifie radicalement le pH de l'eau, la rendant très acide, ce qui nécessite l'ajout d'encore plus de produits chimiques pour l'équilibrer. Et le processus génère un volume massif de boues d'aluminium toxiques non biodégradables, un cauchemar d'élimination pour chaque municipalité qui l'utilise. Certains chercheurs ont soulevé des questions quant à savoir si l'aluminium résiduel dans l'eau potable pourrait être lié à des maladies neurodégénératives, bien que la communauté scientifique ne soit pas parvenue à un consensus à ce sujet. Le moringa, quant à lui, est totalement biodégradable. Il produit 4 à 6 fois moins de boue que l'alun, et les boues qu'il produit sont organiques et non toxiques. Il ne change pas radicalement le pH de l'eau, et il pousse dans la terre. Un seul arbre moringa peut produire jusqu'à 3 kg de graines par an, assez pour purifier environ 30 000 litres d'eau. Le coût? Presque rien. Alors pourquoi le monde n'a-t-il pas changé de méthode? Voici la vérité structurelle inconfortable. Personne n'a besoin de cacher le moringa. Le système n'a tout simplement aucune incitation économique à le promouvoir. Réfléchissez à la manière dont l'industrie de l'eau fonctionne réellement. Des entreprises comme Brita, LifeStraw ou Berkey construisent tout leur modèle économique sur un principe simple. Vous achetez l'appareil, puis vous êtes lié par des achats récurrents. Filtre de remplacement, cartouches de charbon, membrane d'osmose inverse. L'eau propre devient un abonnement, et les abonnements génèrent des revenus prévisibles que Wall Street récompense. Vous ne pouvez pas bâtir un modèle d'abonnement d'1 milliard de dollars autour d'une mauvaise herbe que n'importe qui peut cultiver dans son jardin. Vous ne pouvez pas breveter une protéine que la nature a inventée il y a des millénaires. Et puis, il y a la barrière réglementaire. Obtenir l'approbation d'une nouvelle substance de traitement de l'eau par la FDA ou l'EPA nécessite des années d'essais cliniques, une documentation de sécurité et des millions de dollars en frais de conformité. Seules les grandes entreprises disposent de ce type de capital. Aucun agriculteur rural, aucun chercheur en biologie open source, aucune ONG travaillant en Afrique subsaharienne n'a les ressources pour naviguer dans cette bureaucratie. Ainsi, le moringa reste classé parmi les remèdes alternatifs, marginalisé non par malveillance, mais par l'architecture même du système. Ce n'est pas une conspiration, c'est quelque chose de plus difficile à combattre. Une structure. Mais avant de conclure que la cupidité des entreprises est toute l'histoire, la vérité prend un tournant palpitant et quelque peu dangereux. En 2019, l'Agence nationale de surveillance sanitaire du Brésil, l'Anvisa, a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont interdit la commercialisation d'aliments et de compléments à base de moringa. Pourquoi un gouvernement interdirait-il une plante miracle? Parce que le moringa est incroyablement puissant, mais il n'est pas sans défaut, et comprendre ses limites pourrait être la connaissance de survie la plus importante de toute cette vidéo. Voici ce qui se passe au niveau moléculaire. Lorsque vous écrasez une graine de moringa entière et que vous la plongez dans l'eau, vous ne libérez pas seulement ces protéines cationiques purificatrices. Vous libérez également la matière organique naturelle de la graine, des graisses, des glucides et des huiles. Tandis que les protéines entraînent la saleté et les pathogènes au fond, la matière organique se dissout dans l'eau. Imaginez ceci. Les protéines nettoient la pièce, mais elles laissent un buffet microscopique de nourriture sur la table. Si vous buvez l'eau immédiatement après le dépôt du sédiment, tout va bien. Mais c'est là que ça devient dangereux. Si vous stockez cette eau traitée pendant plus de 24 heures, toutes les bactéries survivantes ou les bactéries introduites par l'air se gaveront de ces restes de matière organique. Elles se multiplieront de manière exponentielle. Les scientifiques appellent cela la repousse bactérienne.
et cela peut rendre l'eau plus dangereuse qu'elle ne l'était avant le traitement. C'est le défaut fatal pour les systèmes municipaux à grande échelle. L'eau de la ville doit rester stérile lorsqu'elle parcourt des kilomètres de tuyaux souterrains pour atteindre votre domicile. Le moringa, sous sa forme brute, ne peut garantir ce type de stérilité à long terme. Le chlore le peut, la lune le peut, et c'est précisément pourquoi les gouvernements choisissent l'option synthétique prévisible, contrôlable, bien qu'imparfaite. Il existe un second danger. Entre fin 2025 et début 2026, la FDA et le CDC aux États-Unis ont enquêté sur des épidémies massives de salmonella dans plusieurs États, liées directement à des gélules commerciales de poudre de moringa. Des personnes ayant acheté des compléments de moringa pour améliorer leur santé sont tombées gravement malades, hospitalisées par une souche extrêmement résistante aux médicaments. Comment une plante purificatrice peut-elle empoisonner les gens? Parce que le moringa pousse dans la terre. Si les conditions agricoles sont mauvaises, si des excréments d'animaux contaminent le sol, ou si les usines transformant les graines sont insalubres, la poudre de moringa elle-même devient un vecteur pour les pathogènes mêmes qu'elle est censée éliminer. Et c'est exactement pourquoi les organismes de réglementation comme la NSF et la NSI exigent des normes strictes pour les produits chimiques destinés à l'eau potable. Le fait d'être banni ou illégal n'est pas un complot malveillant. C'est un acte de prudence réglementaire. Les codes du bâtiment, les lois sur la sécurité alimentaire, les normes de traitement de l'eau, ils existent parce que des gens sont morts en l'absence de ces garanties. Nous devrions le reconnaître honnêtement. Mais voici la prise de conscience cruciale. Ce n'est pas parce que le moringa ne fonctionne pas pour un réseau urbain centralisé de millions de litres qu'il ne fonctionnera pas pour vous. L'histoire se divise ici en deux chemins, l'un pour les gouvernements et l'autre pour les individus. Dans une situation de survie, hors réseau, pendant un ouragan, ou dans une communauté sans infrastructure, comprendre comment exploiter correctement cette plante est un véritable super-pouvoir. La connaissance n'est un pouvoir que si vous savez comment l'appliquer. Voici donc le protocole exact testé sur le terrain, utilisé par les équipes des Nations Unies et les survivalistes du monde entier pour purifier l'eau avec des graines de moringa en toute sécurité et sans risque de repousse bactérienne. Étape 1. La récolte. Vous avez besoin de gousses de graines séchées, brunes et bien mûres. Les gousses vertes ne possèdent pas assez de protéines coagulantes actives. Cassez la gousse et retirez les graines. Étape 2. Le décortiquage. Retirez les ailes membraneuses et la coque extérieure jusqu'à ce qu'il ne reste que le noyau interne blanc. Jetez tous les noyaux décolorés, mous ou moisis. Les noyaux contaminés peuvent introduire les bactéries même que vous essayez d'éliminer. Étape 3. La poudre. Écrasez les noyaux blancs en une poudre fine à l'aide d'un mortier et d'un pilon ou de 2 pierres lisses. Tamisez la poudre à travers un tamis fin ou un linge propre. Pour chaque litre d'eau très sale, vous avez besoin d'environ 50 à 150 mg de poudre, ce qui équivaut à environ 1 ou 2 graines ou un quart de cuillère à café. Étape 4. L'activation. Ne versez pas la poudre directement dans l'eau sale. Tout d'abord, mélangez votre poudre avec une petite touche d'eau propre dans une tasse pour créer une pâte. Cela active les protéines cationiques et les rend beaucoup plus efficaces. C'est l'étape qui sépare celui qui a lu un gros titre de celui qui comprend réellement la science. Étape 5. La bataille. Versez la pâte dans votre récipient d'eau sale. Pendant les 2 premières minutes, remuez rapidement et vigoureusement. Vous voulez que les protéines entrent en collision avec le plus de contaminants possible. Puis, ralentissez. Remuez doucement et de manière rythmée pendant encore 5 à 10 minutes. Ce mouvement lent permet aux microflocs de se lier entre eux pour former des amas plus gros et plus lourds sans les briser. C'est exactement ce que les femmes du Soudan faisaient au bord du Nil.
2 minutes de chaos, puis de la patience. Étape 6. La patience. Couvrez le récipient et laissez-le reposer absolument sans perturbation pendant 1 à 2 heures. Vous verrez visuellement la gravité faire son œuvre, entraînant une épaisse couche de boue au fond. Étape 7. L'extraction. Versez ou siphonnez avec précaution l'eau claire du dessus dans un récipient propre, en la faisant passer à travers un filtre en tissu fin. Ne dérangez pas la boue au fond. Voici maintenant l'étape la plus cruciale, celle qui transforme cette solution à 99% en une garantie à 100%. Le moringa élimine la saleté physique et piège jusqu'à 99% des bactéries. Mais pour neutraliser ce 1% restant et résoudre le problème des résidus de matière organique, vous devez appliquer un mécanisme de neutralisation finale. Soit faites bouillir l'eau claire pendant au moins 1 minute, soit placez-la dans une bouteille en plastique transparent en plein soleil pendant 6 heures. Une méthode connue sous le nom de SO10, désinfection solaire de l'eau. Le rayonnement ultraviolet du soleil pénètre l'eau et détruit l'ADN de tout micro-organisme survivant, le rendant incapable de se reproduire. Une mauvaise herbe à 2 $ a fait le plus gros du travail d'un système de filtration à 200 $. La chaleur de base ou la lumière du soleil a terminé le travail. Et si vous voulez aller plus loin, des scientifiques construisent aujourd'hui ce qu'ils appellent le sable F, ou sable fonctionnalisé. En mélangeant de l'extrait de moringa avec du sable ordinaire, les protéines se lient de manière permanente aux grains de sable. Lorsque vous versez de l'eau sale à travers ce sable, il retient les pathogènes, mais l'excès de matière organique est évacué, éliminant complètement le problème de repousse. C'est le mariage de la biologie ancienne et de l'ingénierie moderne, et cela pourrait représenter l'avenir de la purification décentralisée de l'eau. Important, la purification au moringa est extrêmement efficace contre les bactéries, la turbidité et les métaux lourds. Cependant, son efficacité n'a pas été prouvée contre tous les virus, parasites tels que Cryptosporidium ou contaminants chimiques comme les pesticides. Combinez toujours avec l'ébullition ou le SO10. Dans toute situation de danger de mort, utilisez toutes les couches de protection à votre disposition. En 1817, un chirurgien britannique se tenait près d'une rivière boueuse en Inde et regardait une poignée de graines transformer la mort en vie. Il l'a mis par écrit. Ses supérieurs ont enterré le rapport. 160 ans plus tard, une scientifique allemande au Soudan a découvert le même miracle caché à la vue de tous. Ce miracle attend toujours. Nous vivons à une époque où nous sommes conditionnés à croire que la survie doit être achetée, que la sécurité se présente sous la forme d'une cartouche en plastique fabriquée dans une usine lointaine et nous est vendue au prix fort. Nous nous sommes laissés devenir dépendants de systèmes centralisés et fragiles. Lorsqu'un ouragan frappe, lorsque le réseau tombe en panne, lorsque la chaîne d'approvisionnement se brise, l'illusion de sécurité s'effondre. Mais la nature fonctionne sur une économie différente. Le moringa est un rappel que la Terre offre des solutions décentralisées profondes. Des solutions qu'aucune entreprise ne peut facturer au compteur, qu'aucun gouvernement ne peut couper, et qu'aucune catastrophe ne peut vous enlever si vous portez la connaissance dans votre tête. Le moringa est-il illégal? Non. Est-ce une solution magique sans faille? Non plus. Il exige du respect, une préparation adéquate et une compréhension honnête de ses limites biologiques. Mais pour un survivant assoiffé, une communauté marginalisée ou quiconque prêt à sortir de la matrice commerciale, il n'est rien de moins qu'extraordinaire. Le remède à nos vulnérabilités pousse souvent juste sous nos pieds, déguisé en mauvaise herbe. La prochaine fois que vous en verrez une, demandez-vous « Quel secret cache-t-elle » Restez en sécurité et restez curieux. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons ensemble les graines de l'avenir.
Le prochain trésor caché sera bientôt révélé.